La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Oui, ben, l'armée française n'a jamais rien voulu faire. Ce qu'elle a fait de mieux, c'est de s'intéresser au sous-sol du Nord. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, vous êtes en train de... Non, on entendait qu'il y avait des vols nocturnes, qu'il y avait des gens qui accouraient à des endroits précis, des gens qui venaient d'un peu partout. Mais finalement, depuis que la MINUSMA a commencé son désengagement, on s'est rendu compte qu'il y a des mines d'or, une au moins à Kidal et une à Gao. Et celle de Gao, là-bas, il y avait toutes les nationalités. Et d'ailleurs, les rebelles, les djihadistes recrutaient aussi dans les mines d'or. Donc, la France avait son agenda. La France a la carte minière de tous nos pays et la France sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle utilise l'armée à défaut des bases. Elle a créé des situations de guerre en commençant par la Libye parce que si le verrou libyen n'avait pas sauté, la France n'avait aucune chance d'occuper nos pays. En présence de Kadhafi qui était ultra armé, il n'aurait rien pu faire parce que la France vit aussi de la vente d'armes. La France, je crois que la France a deux ressources, l'Afrique et les armes. Alors donc, Et vous êtes donc, en train de dire, Madame Koumba, que la France, c'est-à-dire les troupes françaises installées au Mali, ce n'était pas pour défendre le Mali, pour protéger le Mali non. contre les groupes djihadistes, mais c'était pour... Oui, pour se servir, aujourd'hui, c'est l'uranium qu'il va chercher au Kazakhstan, mais il ne l'aura pas gratuitement, cet uranium. C'est le marché, c'est la loi du marché qui va s'appliquer. Et lui, désormais, il sera un VRP. Il n'aura plus de repos. Aujourd'hui, c'est l'uranium. Demain, ce sera le gaz, le pétrole. Parce qu'en fait, ils avaient tout à l'œil. Même le Nigeria était concerné par cette histoire parce que comment justifier qu'au Nigeria, il n'y ait pas eu de raffinerie jusqu'à Dangote? Ça ne s'explique pas. Et tout le monde sait que la guerre du Biafra a été provoquée par la France. Donc, l'uranium, c'est que le début. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TELAC TV Renaissance 24 TV, la Renaissance de l'Afrique. Et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Koumba Yarissi, enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Bonjour, Koumba Yarissi. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de me retrouver sur TLR TV encore une fois. Madame, vous êtes enseignante, membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Merci d'être avec nous donc sur TELAC TV Renaissance 24 TV, la Renaissance de l'Afrique. Au cœur de cet échange, madame, la situation sécuritaire au Mali. Nous apprenions donc le départ précipité de la MINUSMA. Quelles conséquences pour le Mali et pourquoi ce départ précipité selon vous? Je souhaiterais commencer par la fin de votre question. Pourquoi ce départ précipité? La MINUSMA, ce sont les Nations Unies, mais en réalité, dans le dispositif, les postes stratégiques sont occupés par la France. D'ailleurs, on sait que à l'international, quand il s'agit de la communauté internationale, toutes les questions nous concernant sont sous-traitées à la France. C'est la France
qui est le maître d'œuvre, on peut dire ça comme ça, quand il s'agit de nous. L'amunissement, pour revenir à votre question, l'amunissement a demandé une autorisation de vol pour, aux autorités maliennes qui ont refusé parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans leurs avions, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire depuis leurs avions. Et donc, l'amunissement s'est vu obligé d'emprunter la voie terrestre avec armes et bagages. D'ailleurs, les soldats aussi, parce qu'il y en a, il y a une partie qui est partie, mais il y a des soldats qui sont toujours là. Et donc, l'amunissement s'est cru devoir rompre le contrat qu'il a lié au Mali par le truchement du chronogramme établi pourtant par les Nations Unies. Donc, l'amunissement relève. L'amunissement est parti il y a beaucoup de jours déjà. Or, en réalité, le camp de Kidal devait être rétrocédé le 15 novembre, c'est-à-dire dans 4 jours. Vous dites, la MINUSMA a demandé une autorisation de vol qui a été refusée par le Mali et c'est apparemment le prétexte pour lequel la MINUSMA a précipité son départ. Et de l'autre côté, vous dites qu'il y a un chronogramme. Est-ce que le fait de refuser une autorisation de vol suffisait pour que la MINUSMA viole ce chronogramme? Sinon, qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ce départ précipité de la MINUSMA? L'amunissement, je crois que l'amunissement pense qu'une fois parti, le camp sera occupé impunément par les djihadistes et autres rebelles. Qu'est-ce que l'amunissement a laissé dans le camp? C'est après les frappes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des rebelles, des djihadistes, qu'il y avait des camions, des véhicules armés, qu'il y avait du carburant et beaucoup d'autres choses. Parce que l'amunissement s'imaginait que l'abandon du camp allait ouvrir la porte à l'envahissement, à mon avis, de Kidal par des djihadistes qui viendraient d'un peu partout du Mali. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, il y a l'AES, l'Alliance des États du Sahel, quand on sait que les frontières sont sécurisées entre le Mali et le Niger, le Burkina et le Niger, donc ceux qui sont en débandade devraient accourir et de cette façon empêcher les soldats maliens d'occuper le camp. Parce que ce qu'ils ont fait, les Kidalois rebelles, ont mis beaucoup de sable à l'aéroport. Le tarmac, ils l'ont rempli de sable. De cette façon, ils s'imaginent qu'aucun avion ne peut se poser à l'aéroport. Mais ils ont oublié qu'il y a des drones et que pour faire des frappes, on n'a pas besoin de se poser sur le tarmac. Évidemment, Madame Koumayari, lorsque vous faites déjà état des drones, il y a quelques 3 ou 4 jours, le gouvernement malien, pour ne pas dire l'armée malienne, a autorisé, a ordonné des frappes sur Kidal, pour ne pas dire le camp libéré par la MINUSMA. Et là, on entend dire la presse occidentale, essentiellement française, que des rebelles, enfin, ils les appellent par les mercenaires Wagner seraient dans les rangs de l'armée malienne. Et de l'autre côté, c'est-à-dire des rebelles, ils bénéficieraient du soutien des djihadistes d'Al-Qaïda. Que vous inspire cette opposition mercenaire, djihadiste? Et là, on ne parle plus de l'armée malienne.
Ben oui, pour eux, en réalité, notre armée est toujours une armée faible ou affaiblie. C'est ce qui les arrange. Ces éléments de langage-là, ils les utilisent depuis 10 ans. Or, ils savent que le Mali a dénoncé les accords de défense avec la France. Le Mali s'est tourné vers des partenaires stratégiques comme la Russie. Le Mali s'est doté d'armements, de technologie, en fait, d'armements, de technologie de dernière pointe, mais ils seront les derniers à reconnaître ça. Ils tiennent ce langage-là pour non seulement discréditer l'armée malienne, pour discréditer les autorités maliennes, mais pour, de cette façon, faire dire à la communauté internationale que le Mali ne respecte pas les droits de l'homme. Si je vous ai compris, Koumbayari, si vous êtes en train de dire, c'est justement une délégation de la part de la France de ne pas reconnaître ce qu'est devenue l'armée malienne, sa force de frappe actuelle. Question de comparer cela par rapport à ce que les missions militaires, j'allais dire, les troupes françaises n'ont pas pu accomplir au Mali. Donc, pour dire que l'armée malienne n'est pas capable de faire ce que l'armée française n'a pas pu faire au Mali. Oui, mais l'armée française n'a jamais rien voulu faire. Ce qu'elle a fait de mieux, c'est de s'intéresser au sous-sol du Nord. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, vous êtes en train de... Non, on entendait qu'il y avait des vols nocturnes, qu'il y avait des gens qui accouraient à des endroits précis, des gens qui venaient d'un peu partout. Mais finalement, depuis que l'aménagement a commencé son désengagement, on s'est rendu compte qu'il y a des mines d'or. Une au moins à Kidal et une à Gao. Et celle de Gao, là-bas, il y avait toutes les nationalités. Et d'ailleurs, les rebelles, les djihadistes recrutaient aussi dans les mines d'or. Donc, la France avait son agenda. La France a la carte minière de tous nos pays. Et la France sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle utilise l'armée à défaut des bases. Elle a créé des situations de guerre en commençant par la Libye, parce que si le verrou libyen n'avait pas sauté, la France n'avait aucune chance d'occuper nos pays. En présence de Kadhafi, qui était ultra armé, il n'aurait rien pu faire parce que la France vit aussi de la vente d'armes. La France, je crois que la France a deux ressources, l'Afrique et les armes. Alors donc, vous êtes en train de dire, Madame Koumba, que la France, c'est-à-dire les troupes françaises installées au Mali, ce n'était pas pour défendre le Mali, pour protéger le Mali contre les groupes djihadistes, mais c'était pour s'interposer, disait-il. C'était pour se servir. Oui, pour se servir. Et pour ça, ils ont trouvé le mot juste. Ils s'interposaient entre des gens qu'ils ne voyaient pas, des gens qui ne se faisaient pas face. C'est parce qu'il y avait une activité terroriste importante que nous avons été appelés au Mali, et d'ailleurs aussi au Niger, et que nous étions dans une position de combattre aux côtés des forces armées locales, de faire ce qu'on appelle de l'appui au combat. Donc il est clair que les services ont évidemment mené un travail très important de détection de cellules terroristes, de reconstitution d'organigrammes, des groupes terroristes qui sont quand même sur une zone géographique immense. Enfin, on finit aussi par avoir des problèmes de vue dans la manière de projeter les choses. Enfin, l'ensemble du Sahel constitue une surface gigantesque. Donc, ils s'interposaient entre qui et qui. Finalement, le monde entier a su, avec le coup d'État du Niger, que la France avait son propre agenda. Et de cette façon, aujourd'hui,
même si notre plainte qu'on avait déposée au Conseil de sécurité n'a jamais pu prospérer, tout le monde sait aujourd'hui ce que la France est venue chercher en Afrique, notamment au Sahel. Alors, Kouba Yarissi, tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que quand la MINUSMA a libéré le camp de Kidal, et après les frappes, bien sûr, des FAMA sur camp, on a retrouvé des armes, des véhicules et autres. Je sais que lorsqu'une mission comme la MINUSMA s'installe dans un pays, il y a un rapport produit, notamment sur le matériel, le type de matériel que cette mission apporte dans ce pays. Mais avant de partir, est-ce que la MINUSMA a produit un rapport pour dire voici ce que nous avons laissé dans le camp ou voici ce que nous avons récupéré? Est-ce qu'il y a eu un rapport comme ça? Je ne sais pas si vous êtes la personne à même de nous répondre à cette question. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée, mais le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Est-ce que la MINUSMA, en partant précipitamment, avait à l'idée de se conformer à l'accord qu'il y a eu entre le Mali et les Nations Unies? La MINUSMA a pris sur elle de ne pas respecter le chronogramme, donc de ne pas respecter tout ce qui va avec. La MINUSMA est partie des semaines avant la date indiquée, qui est le 15 novembre à venir. Et donc, la MINUSMA voulait pousser les autorités maliennes à la faute. À la faute parce que si l'armée, j'allais dire, avait envahi Kidal juste après leur départ, elle serait accusée de tous les maux d'Israël. Donc, la MINUSMA, comme la France, a son agenda. La MINUSMA a été préparée à créer des problèmes, des troubles et même la guerre après son départ. Kouba Yarissi, le départ précipité de la MINUSMA, puisque nous en parlons, fait dire à la presse occidentale, essentiellement française, que le Mali s'expose désormais à une montée de la violence, aux attaques, à la déstabilisation par les djihadistes. Qu'en pensez-vous? Mais ça n'est pas que la presse. La presse relaye peut-être ce que Le Cornu a dit, le ministre des Armées de France. Il n'a pas donné cher de la peau du Mali. Lui prévoyait la déstabilisation au bout de 2-3 semaines ou quelques mois, au plus tard. Il n'y a pas eu de défaillance des services français sur ce qui s'est passé au Sahel. Je pense qu'il faut le dire très clairement. La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc nous remettre dans une situation qui serait celle, au fond, avant que le président Hollande ne prenne la décision de lancer Serval puis Barkhane. Ils avaient tenu le même langage quand Barkhane avait été renvoyé. Nous sommes là, nous sommes toujours là. Et il n'y a rien du tout à Kidal. Les gens vaquent à leurs affaires. Les marchés se tiennent. Tout est ouvert. Il y a des élèves qui vont à l'école. Alors, si c'est ça la déstabilisation, nous souhaiterions que cette déstabilisation soit contagieuse partout au Mali, notamment au centre. Mais pourtant, on nous présente finalement Kidal qui serait devenu, un chaos, c'est l'insécurité totale, un embrassement après le départ de la MINUSMA. Qu'ils montrent des images, qu'ils en montrent des images, des preuves. C'est tellement facile de dire ce qu'on veut, mais les preuves pour étayer tout ça n'existeront jamais parce que ça n'est pas vrai. Ce qu'ils peuvent dire, ce que tout le monde sait, c'est que c'est Kidal qui est le nœud de tous ces problèmes au Mali depuis 1963. Donc, ils s'imaginent que, parti de Kidal, l'armée ne pourra rien du tout
à l'image de ce qui s'est passé en 2014 quand le Premier ministre de l'époque a fait sa visite là-bas. De connivence avec les Touaregs, ils ont tué plusieurs dizaines de nos soldats. Ça n'est plus le cas. Ils n'arriveront plus jamais à déstabiliser quelques pays que ce soit de l'AES. Ça, nous pouvons vous le garantir. S'ils avaient des preuves, ils les auraient brandies. Ils ne s'en priveraient pas. Alors, mais dans tous les cas, Koumba ici, quel bilan peut-on dresser finalement après 10 ans de présence de cette mission onusienne au Mali, de la MINUSMA? La MINUSMA aurait dû partir il y a 5 ans, au moins. On serait plus avancé aujourd'hui. Malheureusement, c'est seulement en 2020, quand on a chassé Ibeka, que des perspectives se sont ouvertes pour notre pays. Vous êtes en train de dire que la MINUSMA est restée longtemps au Mali pour rien, c'est ça? Trop longtemps. Trop longtemps parce que la MINUSMA a couvert les agissements non orthodoxes de la France. C'est à ça que la MINUSMA a servi. Et c'est regrettable que les Nations Unies jouent le jeu parce que après ce qui s'est passé au Rwanda, je crois que les Nations Unies allaient se dédouaner et jouer véritablement leur rôle, pas de gendarmes, ils n'en ont pas les moyens, mais au moins essayer de coller à leur propre texte. Mais s'agissant de l'Afrique, nous savons très bien que ça ne va pas être facile, ce ne sera pas une sinecure, aussi bien pour le Mali que n'importe quel pays d'autre, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir que les peuples disent non, que les peuples se dressent parce que la liberté, elle s'arrache. C'est dans la situation que nous sommes. Nous sommes dans la conquête de nos indépendances aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous ne comptons pas sur les Nations Unies, ni encore moins sur l'Union africaine qui est amorphe, qui ne dit jamais rien, qui ne fait jamais rien, qui n'est capable de rien du tout. La liberté s'arrache, vous avez dit tout à l'heure, évidemment, l'armée malienne a lancé donc une opération de reconquête de Kidal, et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Que peut-on donc retenir à la date d'aujourd'hui? Nous sommes bien entendu le 11 novembre 2023, un mois après le lancement de cette opération de la reconquête de Kidal. Kidal-Ville, il ne reste plus que Kidal-Ville, et ils sont à quelques jets de pierre de Kidal, nos soldats. Parce que le 15 novembre, l'armée doit occuper les emprises abandonnées par la MINUSMA. C'est de ça qu'il est question. Et on sait que ça augure, ce qui va se passer augure de choses pas aussi fâcheuses que la presse ou la France officielle veut le faire croire. Les rebelles sont tous partis. Les chefs, en tout cas, sont partis et ils ont demandé d'ailleurs à tous leurs représentants dans les différentes institutions de faire comme eux, de partir, mais là-dessus, ils n'ont pas été suivis. Et d'ailleurs, le CSP s'est fusilé parce que les autres signataires, ceux qui ont signé l'accord avec le Mali, se sont soustraits du CSP parce que eux, leur agenda, ce n'est pas de fracasser le Mali. Et donc, ils sont 2 pelés, 3 tondus aujourd'hui et ils ne savent plus quoi faire, que faire, parce que il y a quelques jours, les djihadistes entre eux se sont affrontés. Il y a eu beaucoup de morts. Donc le Génim et puis l'autre camp se sont affrontés. Donc l'un dans l'autre, nous savons très bien que ce que la France dit, c'est du vent, c'est du bluff.
Le Et donc, réveil sera brutal. si j'ai bien compris, Koumba Yarissi, tout ce qu'on entend sur la presse française, notamment en ce qui concerne la sécurité au Mali, ne relèverait que c'est une guerre d'information, une instrumentalisation. Ça ne mérite même pas d'être appelé guerre d'information parce que vous vous souviendrez que Macron, devant d'abord les ambassadeurs, ensuite, je ne sais plus quel groupe, les journalistes et autres, a dit mettre tout en œuvre pour casser la dynamique de reconquête de nos territoires au Sahel. Il a dit qu'il mettrait tous les moyens. S'il faut faire appel aux vidéomènes, je n'ai pas de dépit pour eux, mais c'est lui qui l'a dit, il le ferait. Il ne lésinerait pas sur les moyens, sauf que il se trompe d'époque. Le Mali, d'après 2020, n'est pas le Mali d'Ibeka. Ça n'est pas le Mali non plus de Bandao qui lui a donné pleine satisfaction. Aujourd'hui, il a en face de lui un peuple déterminé avec des jeunes colonels qui savent ce qui s'est passé au nord, qui n'ont pas vécu ça par procuration et qui ne prennent pas simplement leur crayon et tracer des stratégies qui ont Alors, fait la guerre. Ici, évidemment, puisque vous parlez de cette reconquête dont fait état, bien entendu, Emmanuel Macron, reconquête de l'Afrique, lors de la remise de leurs conclusions à l'Assemblée nationale sur les relations entre la France et l'Afrique, faisant état, bien entendu, d'une perte d'influence de la France en Afrique, les députés Michel Tabarot et Bruno Fuchs ont appelé à l'édification d'une nouvelle stratégie française en Afrique. Alors, les deux députés ont jugé que la France, dans une Afrique en pleine mutation, doit reconstruire une offre stratégique claire, condition sine qua non au renouveau de ses relations avec cette partie du monde actuellement perdue. Après 6 mois de travail, je pense qu'on est arrivé à la conclusion qu'on n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Mais, pour reprendre les propos du président, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir transformer notre action et de résoudre une partie des problématiques pour rétablir des relations fécondes. Pour cela, il faut deux choses que ma corapportrice a abordé. Il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel. Et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Ce n'est pas une ou deux mesures, mais comme Michel Tabarot l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action qui permettront de retrouver des relations équilibrées. C'est ce que souhaitent nos partenaires africains et respectueuses des intérêts des deux parties. En réalité, il faut voir que sur le terrain, nos amis, nos partenaires africains aiment plutôt les Français. En tout cas, on a de bonnes relations avec eux. Ils ne vous disent pas qu'ils n'aiment pas les Français. Ils vous disent qu'ils veulent une France autrement. Les relations individuelles sont bonnes, mais c'est les relations politiques, c'est l'action globale de la France qui provoque ces turbulences. Sous quelle forme pensez-vous que la France peut-elle encore revenir en Afrique s'il y avait possibilité, bien entendu? Revenir comment? Moi, je crois que la France est victime de sa veulerie. La France est victime de l'arrogance de ses chefs. La France n'est pas sortie de tout ce qui a fait sa puissance naguère en Afrique. La France doit interroger, questionner l'histoire des derniers siècles. Ça n'est même pas les 60 années d'indépendance. La France doit questionner l'histoire en ce que, à chaque fois, la France s'est imaginée face aux nègres dont ils seraient les bons maîtres. Les bons nègres que nous sommes, dont ils seraient
les bons maîtres. Et pour ça, justement, la France doit faire une introspection et se dire tout simplement qu'il a en face d'elle des peuples, des hommes comme les Français, capables de réfléchir, capables de se prendre en charge et qui ont soif de liberté. Et c'est à ces conditions que la France peut prétendre revenir. La France est maintenant petite dans ses souliers. Pour revenir, elle doit être humble, elle doit se dire que elle n'est plus en terrain conquis. La France a beaucoup de choses à changer pour revenir commercer peut-être avec l'Afrique, avoir des relations civilisées avec l'Afrique, mais pas en maître. Ça, c'est fini à jamais. Oui, mais Koumbayar, ici, nous savons également, et selon des informations que nous avons reçues de nos partenaires, de nos correspondants, informations recoupées d'ailleurs, il y aurait à un moment donné un balai des avions au niveau de la Côte d'Ivoire, les avions militaires français, et récemment, c'est le Bénin qui est un peu secoué aussi par les attaques djihadistes, c'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que vous pensez que la France a finalement relancé ou va renoncer la force, c'est-à-dire une intervention militaire, par exemple, dont on a longtemps fait état sur le Niger? Ah oui, mais ça, c'est fini, ça. C'est fini. Je vous l'avais dit, hein, dès le premier jour, je vous avais dit que c'était du bluff. La France n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. La France se cherche. La France est surendettée. La France a des problèmes internes avec la guerre Russie-Ukraine, avec ce qui vient de se passer à Gaza, Moyen-Orient, oui. au Moyen-Orient. La France broie du noir aujourd'hui et les Français ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que le monde est interconnecté. Eux, ils avaient du gaz à bon prix avec la Russie, du pétrole, du blé à travers l'Ukraine et tout ça. Mais aujourd'hui, ça n'est fini. Leur maître, qui est l'Amérique, est en train de profiter largement de cette situation, mais pour combien de temps? Pour combien de temps aussi? Et donc, la France doit accepter de, de mettre de l'eau dans son vin et de se remettre au travail pour que le monde soit un peu plus apaisé à certains endroits, en tout cas. En ce qui concerne l'Afrique, la France sait que c'est terminé. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour la France. Il n'y a aucune solution pour la France. Passons à notre volet, le volet diplomatique. Comme vous le savez, le président français Emmanuel Macron était en visite au Kazakhstan pour accélérer le partenariat stratégique entre les deux pays. Le Kazakhstan est le premier pays producteur et exportateur d'uranium dans le monde. Jusqu'à présent, les 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone sont alimentés à hauteur de 20% par l'uranium importé depuis le Niger. Or, le nouveau gouvernement du Niger considère l'extraction de son uranium par la France comme un saut de néocolonialisme. Et donc, pour combler son déficit, la France est bien obligée de se tourner ailleurs, notamment vers le Kazakhstan. Rappelons tout de même que 2 ampoules sur 3 en France sont alimentées par l'uranium du Niger. Ma question, avec un recul, peut-on désormais penser que l'intervention militaire brandie contre le Niger par la CEDEAO, et on sait qui est derrière la CEDEAO, était plutôt motivée par toute autre chose, notamment l'uranium, que par la restauration au pouvoir de Mohamed Bazoum ou de la démocratie au Niger? On nous a vendu la démocratie juste pour accéder de manière plus simple pour eux à nos ressources.
toutes sortes de ressources. Et sur le plan diplomatique, pour que la France ait toujours sa voix et sa place au Conseil de sécurité. À chaque fois, il leur faut renouveler les éléments de langage, trouver l'astuce qu'il faut. Parce que en partant, après les indépendances, il y avait les bases. Les bases étaient là pour faire peur aux chefs d'État, pour faire peur au peuple. Eux disaient que c'était pour protéger leurs intérêts et les Français qui vivaient dans nos pays. Leurs intérêts, c'est clair maintenant. Ça, c'est que le début. Aujourd'hui, c'est l'uranium qu'il va chercher au Kazakhstan, mais il ne l'aura pas gratuitement, cet uranium. C'est le marché, c'est la loi du marché qui va s'appliquer. Et lui, désormais, il sera un VRP. Il n'aura plus de repos. Aujourd'hui, c'est l'uranium. Demain, ce sera le gaz, le pétrole. Parce qu'en fait, ils avaient tout à l'œil. Même le Nigeria était concerné par cette histoire parce que comment justifier qu'au Nigeria, il n'y ait pas eu de raffinerie jusqu'à Dangote? Ça ne s'explique pas. Et tout le monde sait que la guerre du Biafra a été provoquée par la France. Donc, l'uranium, c'est que le début. Dans les médias français, on a voulu nous expliquer que finalement, l'uranium du Niger ne comptait pratiquement pas pour la France. Ben oui, mais tous les mensonges finiront par... on finira par savoir tout ce que la France cache en Afrique. Ils se sont émus en France de ce qu'un président dûment élu a été mis sous cloche avec sa famille. Il fallait sauver le soldat Bazoum. Bazoum. À travers Bazoum, c'est la démocratie qu'on sauvait. Aujourd'hui, on sait ce qui est en train de se faire. Et donc c'était une menace d'intervention militaire pour la survie énergétique de la France. C'est ce que l'on comprend. Sauf que il n'a pas parié sur les bons chevaux. C'est-à-dire? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne pèsent plus grand-chose dans la CEDEAO, ni politiquement, ni économiquement d'ailleurs. Économiquement parce que avec l'instabilité politique que connaissent les deux pays, quoi qu'on dise, ils ne pourront pas, économiquement, ils ne font plus le poids et ils ne font plus peur à personne. Moi, je vous l'avais dit. Dès le départ, je vous avais dit que c'est du bluff. Il n'y aura rien du tout au Niger. Et aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence que ça n'est pas possible. Ou sinon, peut-être que c'était en vue, bien entendu, et qu'ils étaient en train de vouloir rassembler les éléments nécessaires pour intervenir militairement, mais que finalement, ça n'a pas marché, probablement parce que les autres pays, les autres membres, bien sûr, de la CEDEAO ont commencé à s'opposer. Mais sinon, le spectre était là le spectre était là, sauf que ce n'était pas quelque chose de solide. Hein. Ils voulaient faire peur aux soldats qui ont pris le pouvoir au Niger. Ils voulaient les impressionner. Ils ont mis le pays sous cloche. Malgré tout ça, rien n'y fit. Et on sait que récemment, le pétrole brut du Niger va s'exporter. Et donc, les capacités du Niger vont être multipliées par beaucoup. Ils avaient 20%. Aujourd'hui, je crois qu'ils auront beaucoup plus. Oui, donc, avec l'inauguration de la raffinerie du Niger, évidemment, qui va multiplier donc sa capacité de production. Oui, sa capacité, donc ses capacités financières qui ne passeront pas par la France. L'argent qu'ils vont récolter ne passera pas par le trésor français. Donc, la France se prend les pieds dans le tapis et elle doit arrêter tout simplement
tout ça parce qu'elle n'arrivera plus jamais à ses fins. Je vous ai dit que la France-Afrique va être enterrée à Bamako. Merci Koumba Yarissi. Vous avez dit la France-Afrique sera enterrée à Bamako. Parlons maintenant de la situation politique au Mali. J'entends par là les élections présidentielles qui avaient été reportées. Qu'est-ce que sait-on désormais du nouveau chronogramme des élections au Mali? Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui a en charge ces questions avait réuni la classe politique, avait réuni la société civile. Il en est sorti le léger report de l'élection présidentielle. Parce que jusqu'à présent, ce qui est acté, c'est de faire la présidentielle et le président qui sera élu se chargera d'organiser les autres élections. Avec la récupération des emprises laissées par l'amunissement, je crois que le problème reviendra sur le tapis dès le début de l'année 2024. Et j'ose espérer que, compte tenu de tout ce qui se passe, compte tenu de la nouvelle donne et compte tenu du fait que chacun sait aujourd'hui quels sont véritablement les enjeux, en mettant l'intérêt général au cœur de toutes les actions, j'ose espérer qu'ils vont s'entendre très vite pour fixer un calendrier. Mais il y a un préalable. Le gouvernement, à mon avis, doit se mettre au travail. En ce qui concerne au moins les listes électorales, il y a chaque année, au mois d'octobre, on revoit les listes électorales, on les nettoie, mais à vrai dire, depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, le peuple se désintéresse de cette question. Ça ne donne pas toutes les garanties pour que le taux de participation évolue positivement. Mais est-ce qu'il y a une sensibilisation qui se fait dans ce sens-là pour expliquer à la population l'intérêt d'abord de sécuriser le pays et puis passer aux élections? Est-ce qu'on sensibilise les populations? Bon, sensibiliser les populations, peut-être une partie des populations, et même là où c'est possible, qui va le faire? Le gouvernement le fait, est-ce que ça suffit? La société civile est-elle à l'œuvre? La classe politique, pas grand-chose les concernant. Parce que même avant, quand les partis avaient des financements publics, on ne voyait pas l'impact, en tout cas en ce qui concerne l'éducation politique de leurs militants, en ce qui concerne l'amélioration du taux de participation, parce que c'est la véritable plaie depuis 92 au Mali. La seule fois où il y a eu un taux de participation très fort, c'est après le coup d'État de 2012. Les Maliens, je crois, étaient traumatisés par ce coup d'État et par l'occupation des 2/3 du territoire. De cette façon, et ils se sont dit, tout le monde s'est dit, il faudra qu'on aille voter. Et tout le monde, même les malades, ont accompli leur devoir citoyen. Mais à part ça, l'enthousiasme est retombé et nous gageons que à partir de 2024, à partir de janvier, l'État plus ses partenaires seront en capacité de rebooster la chose politique et d'organiser une élection à laquelle participera au moins 60% des inscrits. Parce que le vote n'est pas obligatoire chez nous. Ça aurait réglé la question. Dans certains pays, le vote est obligatoire. Mais chez nous, il n'est pas obligatoire.
aller s'inscrire, aller voir, comment dire, participer au nettoyage des fichiers, comment dire, des fiches électorales, les gens ne s'y intéressent pas. Donc, c'est la crainte que moi j'ai. Il faudrait que Je le pense que gouvernement... c'est le travail que devait faire aussi votre rassemblement, non? Ouais, Votre oui, bien sûr. Notre rassemblement, puisque à l'intérieur de notre rassemblement, il y a des partis politiques, il y a la société civile, il y a des personnalités. Nous avons le devoir, nous incombe. Mais la léthargie qui vaut aujourd'hui au Mali vaut pour la classe politique et la société civile. Peu importe qu'on soit partie prenante ou non de la, comment dire, de la transition. Et c'est pourquoi moi j'interpelle justement le gouvernement parce que lui devrait avoir tous les leviers sur lesquels il doit jouer pour amener les uns et les autres à s'intéresser à cette élection qui sera cruciale parce qu'elle advient à un moment où le peuple a vécu beaucoup de choses. C'est un tournant décisif que nous avons amorcé et donc la suite, si on la veut heureuse, tout doit être entrepris pour qu'il n'y ait pas défaillance en ce qui concerne la présidentielle, puisque les hommes politiques ont dit, compte tenu du temps et de beaucoup d'autres considérations, nous devrions aller juste à la présidentielle. Alors, si à défaut de faire des élections couplées aux législatives, ce qui serait moins cher, moins coûteux et ce qui aurait l'avantage de mobiliser encore plus, parce que ceux qui veulent être députés vont mobiliser aussi, en plus de ceux qui veulent être présidents. Mais cet aspect-là, il n'est pas vu pas comme ça par les hommes politiques qui sont complètement sonnés. On a l'impression, moi j'ai l'impression que les partis politiques dans leur majorité sont out. Ils sont comme... il faut une piqûre pour les... ou peut-être parce que l'environnement politique actuel ne leur permet pas de s'exprimer. Peut-être pas uniquement s'exprimer, on peut s'exprimer. On peut s'exprimer sans envahir la place de l'indépendance. On peut s'exprimer dans les états-majors. On peut tenir des meetings. Et on peut se déplacer là où c'est possible. Est-ce que ça se fait? Parce que dans notre pays, les gens ne vont pas à la politique pour militer, pour améliorer le sort des populations. Les gens y vont pour se construire eux-mêmes. La politique est devenue une échelle, une courte échelle, pour accéder à beaucoup de choses. Et comme, en plus, les partis ne sont plus financés depuis 2020, ils sont pas à flot, ils sont exténués. En sorte, ils ne trouvent plus leur compte. Alors, on va terminer, Madame Koumba Ayar, ici par cette dernière question qui porte sur, évidemment, l'état d'esprit des Maliens face à la situation socio-économique actuelle, en rappelant que le Mali est encore sous le coup des sanctions internationales. Quel est l'état d'esprit des Maliens face à la situation actuelle socio-économique? Nous sommes toujours requinqués à bloc. Parce que malgré toutes les difficultés, on n'empêche personne, les gens ont accepté, parce que dès qu'il s'agit de la survie du Mali même, on n'a pas d'autre choix. Les enjeux ont été compris, ont été largement partagés grâce à vos télévisions, grâce aux journaux panafricains, grâce aux réseaux sociaux qui nous rendent la tâche facile. Parce que nous savons que nous n'avons pas de salut en dehors de la récupération de notre territoire. Il n'y a pas de salut. Donc finalement, les Maliens sont toujours... ils n'ont pas changé de paradigme. Nous savons ce qui se passe. Nous savons quelles sont nos difficultés. Nous broyons du noir comme dans beaucoup d'autres pays. Mais
nous serrons les dents et nous pensons que au sortir de toutes ces épreuves, nous aurons des dirigeants qui vont nous mener là où l'herbe sera un peu plus verte. Donc, il y a de l'espérance. Ce qu'il faut faire, c'est le travail. Il faut qu'on arrive à remettre ce pays au travail véritablement, qu'on travaille matin, midi et soir pour que toutes les épreuves que nous avons vécues, pour que tous les sacrifices consentis ne n'aillent pas à volo, parce que nous savons aussi que rien n'est définitivement acquis. Mais est-ce que dans le même sens, Koumba Yarissi, est-ce que le gouvernement malien communique à ce sujet pour expliquer aux Maliens les difficultés rencontrées actuellement sur le plan socio-économique et que, bon voilà, il faut consentir les sacrifices? Le gouvernement s'exprime-t-il à ce sujet? Oui, le gouvernement s'exprime. On peut accepter ou ne pas accepter que la communication se fait. Est-ce qu'elle se fait à bon escient? Ça, c'est un autre débat. Mais en ce qui concerne l'insécurité, par exemple, nous avons régulièrement des communiqués qui nous édifient. Et en ce qui concerne la situation socio-économique, il y a des ministres qui vont au charbon. Les ministres les plus exposés, entre guillemets, aujourd'hui, sont ceux de l'énergie et du commerce. Parce que, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas beaucoup de soutien. En la matière, c'est la diplomatie qui doit être au four et au moulin. Le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères ont le plus gros boulot pour que, parce que le monde est vaste, il faut trouver d'autres partenaires, il faut tisser d'autres relations avec des pays même lointains. Si on doit aller en Autriche, il faut qu'on y aille. Ils doivent faire preuve d'imagination et pour que nous sortions de toutes ces difficultés. Sinon, on communique. Est-ce que le niveau de communication est le niveau rêvé par les Maliens? Voilà, il y a des questionnements et le gouvernement doit essayer d'entendre ce que les gens disent, ce que le peuple dit, ce que le peuple veut, parce qu'ils ne doivent leur existence qu'au peuple. Surtout Alors, sous cette... Madame Koumba Yarissi, le temps, malheureusement, qui nous était parti, touche à sa fin. Je vais vous laisser quelques secondes pour un mot de la fin, bien entendu. Probablement que vous allez vous adresser aux Maliens. Mais si vous pouvez le faire en Bambara, ça serait bien, parce qu'il y a aussi des parents qui voudront savoir ce qui se passe. Aywa mbalma malien ani sɔgɔma ne bɛ TLR TV de kan. TLR TV tɛ dɔwɛrɛ ye farafinw de don an ɲɔgɔnw kɔngɔlɛw olu de don, olu de wulilen bɛ k'u cɛsiri ka an dɛmɛ pour que diɲɛmaa k'a dɔn degun mun b'an kan, pour que diɲɛmaa ka tiɲɛ dɔn, parce que an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi, olu tɛ ɲuman fɔ dɛ, aw yɛrɛ b'a dɔn dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲalen fɛ. Donc ne bɛ fɛ aw ka fara an kan an k'olu barikada, parce que u b'u ka baara bɛɛ bɛn farafinna dɛmɛni de ma. U bɛ fɛ de farafin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka hɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa, an dun fana an ye sira dɔ ta, an k'an cɛsiri, gouvernement fana k'a lajɛ a bɛ se ka mun kɛ pour que maaw ka to kafolen, pour que maaw k'a dɔn ko sini b'an ɲɛ, ko denmisɛnninw bɛ yen, banabagatɔw bɛ yen, lɔjarataw bɛ yen nɔ, bɛɛ k'i pilasi sɔrɔ jamana in kɔnɔ. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Kumba et Yarussi d'avoir encore été avec nous sur Telar TV, Renaissance 24 TV, la renaissance de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5RFP du Mali. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Ainsi, vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs après avoir partagé cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est dit sur ce plateau. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.